plus rapidement possible, elle prendrait des mesures radicales pour m'en expulser. Il est vrai que j'ai été la première personne à capturer Gellert Grindelwald, et vrai également qu'Albus Dumbledore était pour moi plus qu'un professeur. Je ne puis en dire davantage sans craindre de violer la loi sur les secrets magiques officiels ou, plus grave encore, de trahir les confidences que Dumbledore, l'homme le plus réservé qu'on puisse rencontrer, a bien voulu me faire. Les animaux fantastiques, vie et habitat, est un travail que la passion a inspiré à plus d'un titre. Lorsque je regarde à nouveau ce premier livre, je revis des souvenirs qui sont gravés à chaque page, quoique invisibles au lecteur. Mon espoir le plus cher serait qu'une nouvelle génération de sorcières et de sorciers trouve dans cet ouvrage de nouvelles raisons d'aimer et de protéger ces créatures incroyables avec lesquelles nous partageons le monde de la magie. Norbert Dragoneau. Note de l'éditeur. Pour l'édition Moldu, employez le blabla habituel. Une fiction manifeste, un livre amusant, inutile de s'inquiéter, nous espérons que vous prendrez plaisir à sa lecture. Introduction. Quelques précisions sur ce livre. Les animaux fantastiques, vie et habitat, est le fruit de longues années de voyage et de recherche. Lorsque, remontant le temps, je repense au jeune sorcier de 7 ans qui passait des heures dans sa chambre à démembrer des Horcrux, je lui envie les voyages qui l'attendaient. Des profondeurs obscures de la jungle, aux déserts étincelants, des sommets enneigés aux humides marécages, ce garçon à la saleté repoussante, couvert d'une véritable croûte de Horcrux, allait se lancer, ayant pris de l'âge, sur les traces de tous les animaux décrits dans les pages qui suivent. J'ai exploré des tanières, des terriers et des nids sur les 5 continents. J'ai observé les mœurs étranges de créatures fantastiques dans des centaines de pays. J'ai été le témoin de leur pouvoir. J'ai gagné leur confiance. Et, à l'occasion, je les ai repoussés, armés de la bouilloire qui m'accompagnait dans mes expéditions. La première édition des Animaux fantastiques me fut commandée il y a bien longtemps, en 1918 exactement, par M. Augustus Worm, de la maison Obscurus, qui eut l'amabilité de me demander si je voulais envisager d'écrire pour sa société d'édition un ouvrage traitant des animaux fantastiques, une sorte de manuel condensé qui pourrait faire autorité en la matière. Je n'étais alors qu'un modeste employé du ministère de la Magie, et je sautai aussitôt sur l'occasion, à la fois pour arrondir mon maigre salaire de 2 morgnis par semaine et passer mes vacances à parcourir le globe à la recherche de nouvelles espèces magiques. Le reste appartient à l'histoire de la librairie. Cette introduction a pour but de répondre à quelques-unes des questions qu'on me pose le plus fréquemment dans le courrier qui m'arrive chaque semaine par sac postal depuis que ce livre fut publié pour la première fois en 1927. La première de ces questions est la plus fondamentale de toutes. Qu'est-ce qu'un animal fantastique ? Qu'est-ce qu'un animal fantastique ? La définition de l'animal fantastique a fait l'objet de controverses des siècles durant. Au risque de surprendre certains élèves qui abordent pour la première fois l'étude de la magizoologie, la question apparaîtra peut-être plus clairement si l'on considère d'emblée 3 types de créatures magiques. Les loups-garous passent la plus grande partie de leur temps sous une forme humaine, qu'ils soient moldus ou sorciers. Une fois par mois, cependant, ils se transforment en une bête sauvage à 4 pattes, animée d'intentions meurtrières et privée de toute conscience humaine. Les mœurs des centaures sont très éloignées de celles des humains. Ils vivent en pleine nature, refusent de s'habiller, évitent les contacts avec les sorciers et les moldus tout en ayant une intelligence égale à la leur. Les trolls ont une apparence humanoïde, marchent en position verticale, peuvent apprendre quelques mots de vocabulaire, bien qu'ils soient moins intelligents que la plus sotte des licornes, et ne possèdent aucun pouvoir magique en dehors d'une force prodigieuse qui paraît surnaturelle. Posons-nous à présent cette question. Laquelle de ces créatures peut-on considérer comme un être, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite de bénéficier de droits garantis par la loi et d'avoir voix au chapitre dans l'organisation du monde magique, et laquelle n'est qu'un animal ? Les premières tentatives de classification des créatures magiques se sont révélées très sommaires. Burdock Muldoon, chef du Conseil des sorciers au XIVe siècle, décréta que tout membre de la communauté magique marchant sur 2 jambes devait bénéficier du statut d'être, les autres entrant dans la catégorie des animaux. Note. Le Conseil des sorciers était l'ancêtre du ministère de la magie. Dans un esprit d'amitié, il invita tous les êtres à rencontrer des sorciers à l'occasion d'un sommet destiné à débattre de nouvelles lois magiques. Mais, à sa grande consternation, il s'aperçut qu'il avait mal évalué la situation.
La salle de réunion se trouva en effet envahie par des gobelins qui avaient amené avec eux autant de créatures à deux jambes qu'ils... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.